Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ouverture philosophique. Collection dirigée par Aline Caillet, Dominique Château, Jean-Marc Lachaud et Bruno Péquignot. Une collection d'ouvrages qui se propose d'accueillir des travaux originaux sans exclusif d'école ou de thématique. Il s'agit de favoriser la confrontation de recherches et des réflexions, qu'elles soient le fait de philosophes professionnels ou non. On n'y confondra donc pas la philosophie avec une discipline académique. Elle est réputée être le fait de tous ceux qu'habite la passion de penser, qu'ils soient professeurs de philosophie, spécialistes des sciences humaines, sociales ou naturelles, ou polisseurs de verres de lunettes astronomiques. Dernière parution. Sylvie Mulliechatard, La gémellité dans l'imaginaire occidental, regard sur les jumeaux, 2011. Fatma Abdallah Alouhibi, L'ombre, ses mythes et ses portées épistémologiques et créatrices, 2011. Dominique Berthet, Une esthétique de la rencontre, 2011. Gérald Anthony, Rendre raison de la foi, 2011. Stelio ZPPI, Les origines de l'athéisme antique, 2011. Lucien Rkarhasen, Les flux de la philosophie de la science au XXe siècle, 2011. Gérald Anthony, Rendre raison de la foi, 2011. Pascal Godet, L'anthropologie transcendantale de Kant, 2011. Camilla Bevilacqua, L'espace intermédiaire ou le rêve cinématographique, 2011. Lydie de Cobert, On n'y entend rien. Essai sur la musicalité dans la peinture, 2010. Jean-Paul Charrier, La construction des arrière-mondes. La philosophie captive 7,2010. Antoine Marcel, Le taoïsme Feng Liu, une voie de spiritualité en Extrême-Orient, 2010. À Anne-Sophie, Juliette, Adélaïde. À Serge Alex. Introduction. Le pas au-delà tient une place singulière dans l'œuvre de Maurice Blanchot. Peu commenté, l'auteur y pousse la recherche des fondements de l'écriture au plus loin et de la manière la plus radicale. Le questionnement de la création littéraire qu'il met en œuvre se pense et se repense à chaque instant par un retour sur soi. L'écriture s'interroge sans cesse à partir d'elle-même et à même elle-même, parvenant à une limite et posant problème quant à sa réception. Comment approcher une œuvre qui ne signifierait qu'elle-même ? C'est ce que nous tenterons à partir des rapports entre l'écriture et la pensée de l'éternel retour, après avoir présenté le pas au-delà dans le contexte de l'évolution et des préoccupations de l'œuvre de Blanchot à l'époque de l'écriture de ce livre. Depuis les pages de l'entretien infini intitulé « Absence de livre » jusqu'au pas au-delà, l'œuvre de Blanchot paraît s'être tournée vers elle-même, comme si elle prenait sa mesure, ou encore, se mesurant à sa conscience d'œuvre, faisait paraître son image, glissée sur sa dépouille. Elle irait sans dissimulation à son propre fondement, C'est une œuvre qui semble ainsi s'être comportée suivant les exigences ultimes qui découlent d'une réflexion sans répit, coïncidant dans les années 1960 à 1970 avec des événements politiques, littéraires et intimes à Blanchot venant accélérer, précipiter, au sens chimique, un horizon de ruines pourtant donné des taux mal obscurs comme son avenir. 1. La Revue internationale, Écriture et communauté. Nous approchons d'un mouvement extrême du temps, écrit Blanchot vers 1961 dans un texte préparatoire à la Revue internationale, qui devrait être un organe littéraire nouveau essayant de répondre à cette énigme grave que représente le passage d'un temps à un autre. Cette revue, œuvre créatrice collective de dépassement ouvrant à un communisme de pensée, maintiendrait la responsabilité politique, c'est-à-dire une exigence affirmant le marxisme comme dialectique, et une responsabilité littéraire comme contestation infinie, y compris de la dialectique, l'une et l'autre, irréductiblement discordantes, étant à maintenir de front sous forme de fragments, sorte d'éphéméride répondant à une discontinuité essentielle, libérant la pensée d'être seulement pensée en vue de l'unité. Des écrivains italiens, allemands et français forment des comités d'écriture. Blanchot s'y consacre de manière effrénée, écrit Sébidan dans la biographie qu'il lui a consacrée d'eux. Des désaccords internes rendent cependant la réalisation de la revue difficile. Les rapports franco-allemands sont tendus jusqu'à l'événement de la construction du mur de Berlin en août 1961 qui enraye gravement le projet.
En 1962 ont lieu des massacres précédant l'indépendance de l'Algérie, proclamés 5 jours avant la mort de Bataille 3. L'échec de la revue semble inéluctable, laissant Blanchot épuisé, au bord de la mort. 4. Irréalisé, il restait au projet à s'effondrer, à effondrer le fond du livre, à fragmenter sa propre pensée. Ce projet de la revue, malgré son échec, se poursuit donc dans l'œuvre de Blanchot. L'Entretien infini paraît en 1969. Composé de textes écrits sur une période de plus de 15 ans à partir de 1953, et bien que portant les exigences affirmées par le projet de la Revue internationale, ce recueil d'articles, enrichi d'entretiens fictifs, se donne comme une approche de ce qu'eût été la revue, singulière il est vrai, mais sous la pression d'une même force d'anonymat qui est alors paradoxalement celle de l'épuisement. C'est cette fatigue qui lie les deux personnages de l'entretien des pages 9 à 26-5, et les livre à une puissance démesurée, car la fatigue ne gêne pas le travail mais le travail exige cela, être fatigué sans mesure, page 16. Cette extrême faiblesse entraîne le sujet dans une expérience du neutre 6, lui faisant perdre toute maîtrise du présent et du jeu. Le personnage blanchotien ainsi dépouillé, entre en rapport avec ce qui est sans rapport. L'effrayant que Blanchot nous fait également entendre comme ce avec quoi l'on ne peut frayer, sa dépouille même. L'infini mouvement neutre de mourir brûle le personnage et se poursuit dans la vie comme exercice de la mort. Excès de néant qui fait du mourir un surplus, une éternelle pulsion parlante, page 26. Ainsi neutralisé, le personnage exténué entre en rapport avec sa propre dépouille, radicalement autre, redoublement neutre de son moi dissous, et dans cet espace d'intensité de l'entretien a lieu, hors de tout présent et une infinité de fois, l'événement de tomber en communauté, le pas au-delà, page 186. 2. L'avènement du nihilisme, le retour comme exigence. L'exigence maintenue, accentuée même, d'une écriture vouée à la fragmentation, à la communauté et à ce que Blanchot nomme le neutre, est évidemment liée à ce mouvement extrême du temps, que nous évoquions concernant la Revue internationale, et qui est l'avènement du nihilisme. C'est un événement qui s'accomplit dans l'histoire et qui est comme une mue de l'histoire, le moment où elle tourne, qui se désigne par ce trait négatif, c'est que les valeurs n'ont par elles-mêmes plus de valeur, et par ce trait positif que pour la première fois, l'horizon à l'infini s'ouvre devant la connaissance, l'entretien infini, page 218. La mort de Dieu impose à l'homme de créer librement le sens du monde, et de se créer lui-même à la mesure de ce monde sans mesure. Alors s'ouvre à l'homme le plus grand péril en l'affirmation de l'impératif nietzschéen, deviens ce que tu es. Non la réalisation par l'action dans l'histoire de la nature de l'homme dans un processus dialectique, mais la découverte que l'homme est toujours l'homme du déclin, il est ce qui a pour essence la disparition. Deviens ce que tu es, nous enseigne que l'être ne se réalise pas, mais qu'il est lui-même soumis au devenir et à la métamorphose. En fait, et Blanchot le redécouvre par-delà Nietzsche, le mouvement même de l'époque qui nous a conduit à réfléchir sur le temps, la fin de l'histoire signe l'absence d'être comme recommencement, l'entretien infini, page 223. C'est la pensée nihiliste par excellence, celle où le nihilisme se dépasse absolument en se rendant définitivement indépassable. Ainsi, le dépassement, l'exigence créatrice que posaient comme principe les textes de la Revue internationale, ne disent rien que leur usure. Non pas qu'elle se trouve abolie, mais au contraire réalisée, réaffirmée, et avec elle le logo même jusqu'à cette pointe extrême du retournement, de l'affirmation de l'éternel retour. L'existence telle qu'elle est, privée de sens et de but, mais revenant inexorablement sans trouver sa fin dans le néant, voilà l'éternel retour, la forme la plus extrême du nihilisme, Nietzsche, la volonté de puissance. Ainsi, en ce mouvement extrême du temps qui est aussi pour Blanchot la fin de l'histoire s'affirme l'éternel retour comme exigence 7. En vertu de cette exigence du retour comme forme extrême du nihilisme, au terme de l'élaboration dialectique de l'un et du même, seront le temps en son présent comme support de la pensée logique et comme racine unitaire du tout. Alors surgit par effraction le tout autre, hors temps dans le temps 8, qui est aussi le temps révolutionnaire, retour du temps pur où l'histoire suspendue fait époque, ce temps de l'entretemps, cet instant où l'homme atteint sa souveraineté 9. L'exigence révolutionnaire est d'abord une exigence impersonnelle et neutre. À cette seule condition elle est sans limite, car s'ouvrir au quelconque, maintenir l'urgence commune de la production de l'homme et de sa disparition simultanée,
c'est se livrer à la loi du retour incessant. La révolution n'a jamais lieu une fois pour toutes. Dès qu'elle a eu lieu, la lutte par laquelle elle se maintient risque de l'éloigner d'elle-même, empêchant toute progression linéaire de son mouvement. 10. L'événement révolutionnaire est sans cesse différé de lui-même, toujours en instance selon une formule blanchosienne. Le temps de la révolution est comme en réserve, il est exigence pour chaque sujet de recueillir en soi la charge impersonnelle, neutre et anonyme de la foule. Cette vacance d'histoire, Blanchot la retrouve en mai 68, après l'avoir évoquée à propos de Sade dans un article sur la terreur. Le présent de l'exigence communiste est un présent sans présence, et les tracts, affiches, paroles de rue ou infinis, appartiennent à la décision de l'instant. Ils apparaissent, ils disparaissent. Ils ne disent pas tout, au contraire ils ruinent tout, ils sont hors de tout. Ils agissent, réfléchissent fragmentairement, répondant au double impératif de tout faire et d'assumer la disparition du livre, sa profanation, c'est-à-dire sa sortie de l'espace sacré. 11. L'écriture ne serait jamais écriture d'homme dans ce temps suspendu de la Révolution, c'est-à-dire du retour, toujours sans rapport de présent avec soi-même. Et ce qui s'écrit dans ce présent déchiré, ouvert à l'espace anonyme de l'absence de livre, se fait l'accueil dispersé de la neutralité de l'initiale articulation du dehors. Parole désormais incessante, écrit Blanchot, signe d'un savoir libéré de la loi et de l'espace libéré de la non-loi, faisant en un instant par une soudaineté éclatante sauter les limites, à l'instar des barricades élevées par un travail commun où s'affirme la communauté nouvelle. 12. 3. Écriture et éternel retour, vers le pas au-delà. Si la plupart des commentateurs de Nietzsche ont essentiellement confié l'expérience de l'éternel retour à une interprétation éthique, voire mystique, donc intransmissible, M. Blanchot veille à maintenir ouvert au questionnement de sa recherche le rapport de la pensée de l'éternel retour et de sa formulation. À Silmaria, l'affirmation où tout s'affirme, celle de l'éternel retour, disperse, en ayant lieu, le lieu de son affirmation, la pensée qui la porte, l'existence qui la fait exister, l'unité de son instance et la cohérence cependant indispensable de sa formulation, l'entretien infini, page 410. En hiver 1970, paraissent en revue 2 articles, Fragmentaire 13, et L'exigence du retour 14, témoignant du mouvement que Blanchot imprime à son œuvre depuis 1968. Ils appartiendront, en 1973, à l'architecture complexe du pas au-delà, livre fragmentaire d'un auteur livré à l'exercice d'une pensée et d'une écriture poussée au dehors selon l'étymologie du terme exigence, voué au désœuvrement, à la passion de la perte d'un sujet investi par la rumeur anonyme de la communauté. Le pas au-delà est l'épreuve que l'écriture détient l'exigence du retour, page 26. IECRITURE fragmentaire. 1. Écriture et discontinuité. Il y aurait un écart de temps, comme un écart de lieu n'appartenant ni au temps ou au lieu. Dans cet écart nous en viendrions à écrire, le pas au-delà, page 100. L'acte d'écrire chez M. Blanchot implique la rupture. En tant que recherche fondamentale, qui est aussi recherche du fondement même de l'œuvre, l'écriture a lieu dans une ouverture essentielle, un écart se rendant d'ainsi absolu, c'est-à-dire selon l'étymologie latine de ce terme, délié, détaché. Mais l'écart ne se dit pas d'un processus déliant une unité première. L'essence de l'écriture est d'être séparée radicalement, elle est comme séparée sans séparation de termes préalables, ne coïncidant pas même avec elle-même en tant qu'accomplissement puisque cet écart n'appartient ni au temps ni au lieu, marquant une discordance avec ce qui serait le présent de son énonciation. La discontinuité, loin d'être un manque contingent d'unité, appartient à la structure même du réel, au fond des choses. Le continu, affirme Blanchot, n'est qu'un modèle, une forme théorique, une idéologie honteuse d'elle-même, l'entretien infini, page 11. Le monde, déjà disloqué, est à appréhender dans sa fragmentation originaire, faisant ainsi entrer l'écriture dans la responsabilité de restituer le fragmentaire dans son statut premier. L'écriture, répondant ainsi à la discontinuité du réel même, se pose également comme rapport discontinu avec le langage, car l'écriture a depuis toujours rompu avec le langage, soit le discours parlé, soit le discours écrit, l'entretien infini, page 310. Mais la discontinuité ontologique ne va pas nécessairement de pair avec la fragmentation langagière, et la continuité avec la continuité discursive.
Blanchot le montre dans le pas au-delà. Le fragmentaire s'énonce peut-être au mieux dans un langage qui ne le reconnaît pas. Fragmentaire, ne voulant dire ni le fragment partie d'un tout ni le fragmentaire en soi. L'aphorisme, la sentence, maxime, citation, pensée, thème, cellule verbale en étant peut-être plus éloigné que le discours infiniment continu qui a pour contenu sa propre continuité qui ne s'assure d'elle-même qu'en se donnant pour circulaire pp 62-63. Car si une discontinuité est à la base de tout langage conçu comme une chaîne de pleins et de déliés, l'entretien infini, page 9, elle est néanmoins superficielle et propre au discours. L'acte d'écrire doit ouvrir le texte, accepter de ployer l'entente du langage à une certaine expérience morcellaire, c'est-à-dire de séparation et de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.